J'ai l'immense plaisir de présenter donc, à mes collègues du bureau du département de sciences cette mini-conférence à qui j'ai donné le nom de rétrosynthèse organique ou synthèse vers l'arrière. Bien sûr, la chimie organique, c'est un domaine des sciences de la création. Et dans ce domaine-là, on peut faire plusieurs types de chimie, à savoir la synthèse. Dans le domaine de l'organique, on peut faire une synthèse directe, c'est-à-dire en partant de produits initiaux, moyennant des réactifs et conditions expérimentales, on peut aboutir finalement à un produit dont on aura peut-être besoin pour la santé, pour l'alimentation, pour lutter contre les insectes, et ainsi de suite. Mais cette expérience nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, et à partir de 1990, les choses ont changé. Une nouvelle technique qui s'appelle la rétrosynthèse, ou bien la synthèse vers l'arrière, est apparue, et ça permet justement aux chimistes de simplifier cette procédure de synthèse et accéder plus facilement à des produits vivement recherchés. Donc, la chimie organique, c'est une partie de plusieurs chimies. En l'occurrence, la chimie organique que l'on peut... Voilà. Donc, c'est une branche parmi plusieurs chimies, à savoir donc, la chimie organique qui regroupe les composés de carbone, les composés, et ces composés, et l'étude de la chimie de la chimie de la vie, la chimie organique, la chimie organique, la chimie physique, toutes ces sciences pratiques, bien sûr, relèvent totalement ou partiellement de la chimie organique. On peut parler aussi de la chimie des polymères, la génie chimique, et ainsi de suite. J'arrive tout de suite à la thématique de mon exposé, rétrosynthèse organique ou synthèse vers l'arrière. En fait, la chimie organique, c'est une science de découverte. Comme l'a mentionné, bien sûr, c'est Harry Boker, lors de sa conférence prononcée à distance le 18 décembre 2020 au Congrès international francophone de chimie, CIFRAC 2020, organisé par la Société chimique de Tunisie, où il s'est posé justement une question qui m'a plu énormément et pour laquelle il a répondu très très bien. Pourquoi cette forte présence de la chimie aujourd'hui? Moi, je dis que, en tant que chimiste organicien, je dis que la chimie organique, qui est une partie de toutes les chimies, est bien présente aussi parce que on voit justement que récemment, durant ces dernières années, les pionniers de chimie organique ne cessent de se développer, d'augmenter davantage, et par conséquent, c'est une chimie, c'est une science de découverte, mais aussi surtout de création et de synthèse totale de molécules organiques. De nos jours, elle est considérée comme un art. Pourquoi? Parce que le chimiste organicien, quand il se met sur la paillasse, il commence à manipuler, bien sûr d'une manière artistique, pour parvenir à des produits purs. Et au fil de l'avancement de ces réactions, à la fin, il doit collecter une molécule de préférence unique, pure et pouvant bien sûr être utilisée quelque part. La chimie organique requiert de solides connaissances en chimie, donc requiert de solides connaissances, c'est très normal parce que c'est une science qui est très difficile. Et celui qui abandonne plutôt la chimie organique dès le début de sa formation ne peut pas justement, suivre jusqu'à la fin. C'est une science où c'est une compréhension, une bonne maîtrise de l'application de plusieurs concepts de base de la chimie organique. C'est-à-dire qu'il faut que tous les mécanismes y afférents à la chimie organique soient conçus bien
bien digérés pour pouvoir développer des synthèses organiques. Pour planifier l'acquisition de composés organiques plurifonctionnels, c'est-à-dire des composés organiques où il y a beaucoup de fonctions, plusieurs fonctions, fonctions acides, alcool, cétone, ester, et ainsi de suite, surtout à vertu médicale et thérapeutique. Tout le monde sait que le prix Nobel 1990, Elias James Corey, d'origine libanaise, a été le premier à développer la théorie de la méthodologie de rétrosynthèse organique. Il a établi son concept qui est paru dans son ouvrage The Logic of Chemical Synthesis, paru le 11 avril 1989. Cette méthodologie est particulièrement utile pour le design de la synthèse totale via une décomposition rationnelle préalable de la structure organique recherchée qu'on appelle la cible. C'est-à-dire que si on a une molécule qui est toute prête, que ce soit de synthèse, c'est-à-dire issue du laboratoire, ou bien une molécule qu'on peut extraire de la nature, ça c'est une molécule cible, c'est le produit de départ, c'est le produit de départ dans une synthèse, ou bien le produit d'arrivée dans la rétrosynthèse. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire des déconnexions, tout en ayant le produit donc, sur un papier. On peut, bien sûr, par la pensée, décider de déconnecter morceau par morceau, c'est-à-dire tenter de découper la molécule morceau par morceau. Et ce n'est pas n'importe comment, il y a des règles. C'est pour cela qu'on appelle donc cette chimie comme étant la synthèse vers l'arrière. La technique de l'arthrosynthèse, je dis que c'est une méthodologie qui est très délicate, elle est lente, elle peut accuser beaucoup de temps. Mais bien sûr, récemment, les chimistes et les informaticiens ont pu développer des logiciels. Donc, des logiciels informatiques, le premier qui a été mis à jour et puis exécuté, c'est le logiciel Cynthia, qui a montré qu'il est plus rapide 5 fois beaucoup plus que l'homme. La science en utilisant bien sûr la science des données et les applications algorithmiques de l'intelligence artificielle. Ce logiciel est actuellement concurrencé par le logiciel Monte Carlo 3D Search, mis au point en 2018, donc c'est tout à fait récent. C'est-à-dire qu'il va peut-être s'accommoder davantage beaucoup mieux que l'ancien logiciel. Ce logiciel a été mis au point par l'équipe de l'allemand Marvin Ziegler. C'est un organicien et chercheur en intelligence artificielle. Il assure les itinéraires les plus adaptés de la rétrosynthèse des molécules à haute valeur ajoutée, surtout dans le domaine de la recherche et l'innovation des produits thérapeutiques. Pour simplifier davantage et pour que les collègues non chimistes puissent comprendre, j'ai fait donc apparaître sur cette diapositive un petit schéma pour expliquer comment on fait la déconnexion, comment on coupe une molécule. On ne va pas prendre des ciseaux, bien sûr, parce que tout ça se fait sur du papier. Et pour déconnecter une molécule, il faut procéder par des coupures. Et les coupures peuvent être de 3 types. On peut avoir la molécule tout à fait au milieu, c'est ce qu'on appelle la cible. On peut la découper à gauche, on peut découper la liaison qui relie les carbones centraux d'une manière homolytique, c'est-à-dire on coupe la liaison équitablement à droite et à gauche. Ça, c'est un moyen de clivage ou de coupure. À droite, il y a un clivage hétérolytique. On coupe la liaison d'une façon dissymétrique, soit à droite et à gauche. Et on voit que quand on coupe à droite ou à gauche, on fait apparaître des ions. Des ions carbonés, c'est ce qu'on appelle des carbanions et des carbocations. Carbanions, c'est carbone négatif, qui porte une charge négative. Carbocations, c'est des carbones qui portent des charges positives. Donc, tout dépend si on coupe à droite ou à gauche, on obtient ces deux anions. Ou bien, il y a une réaction concertée. Généralement, c'est une coupure, c'est un réarrangement
homolytique entre les électrons d'un cycle et qu'à partir d'un diène et d'un alcène, on peut peut-être faire l'assemblage pour donner un composé qui est le cyclohexène. Donc ça, c'est une petite donnée concernant justement le mode de décomposition ou bien de coupure. De la rétrosynthèse à la synthèse de la cible. Bien sûr, la réplication de la molécule que j'appelle cible ou le puzzle, parce que quand on a découpé, on va voir un puzzle entre les mains. Et il faut essayer justement de ramasser ce puzzle pièce par pièce pour arriver à la molécule cible, le produit attendu. Et j'ai dit tout à l'heure que le produit attendu peut être un produit de synthèse de laboratoire ou bien un produit extrait de la nature. Pourquoi on fait la rétrosynthèse? Parce qu'on veut peut-être améliorer le rendement, on peut peut-être faire preuve d'un travail propre, c'est-à-dire en obéissant peut-être à la chimie verte, et ainsi de suite. Donc, il y a des normes pour faire cette déconnexion. Vous voyez qu'il y a, pour couper une liaison, on s'abonne ceci par une ligne en zigzag. Donc, ça, c'est pour couper la liaison. Si on veut faire une déconnexion, c'est-à-dire une rétrosynthèse, il faut partir du produit final, juste en dessous. Vous voyez la molécule cible. J'ai découpé et vous voyez que la coupure doit se faire toujours à côté d'une fonction. Parce que le composé, l'acide phénylacidique, la fonction, c'est une fonction acide. De l'autre côté à gauche, c'est un groupement hydrocarboné, c'est un groupement benzyle. Donc, il faut que les coupures soient centrées plutôt du côté des fonctions. Si on coupe donc cette liaison, on voit qu'à droite, on obtient un carbanion et un carbocation, c'est-à-dire deux symptômes. Deux symptômes, c'est-à-dire des représentants de la molécule. Est-ce que ces symptômes sont véridiques, sont réels? Non. Ces symptômes sont fictifs. C'est-à-dire, on peut les mettre sur le papier, par la pensée, on peut dire que ça, c'est des carbocations et des carbanions. On ne peut pas, bien sûr, isoler un carbocation ni un carbanion. Sauf dans certains cas, vous avez des oxanions, on peut isoler des oxygènes, des produits carbonés portant des oxygènes négatifs. Donc, si je prends la molécule, vous voyez que j'obtiens deux symptômes, un carbocation et une fonction acide portant une charge négative. Le manipulateur, bien sûr, il ne va pas refaire ceci, il ne va pas reprendre les deux symptômes pour les coller, parce que là, on n'avance pas. Il faut que le manipulateur puisse justement trouver une astuce pour dire que le premier symptôme, je dois avoir peut-être dans mon tiroir ou bien dans mon laboratoire un équivalent synthétique. L'équivalent synthétique du carbocation chargé positivement, en bas, j'ai pris un exemple, mais il y a des milliers d'exemples. C'est le bromure de benzyle. Pour l'acide, l'équivalent de cet acide, je sais que les ions cyanure s'hydrolysent dans l'eau, mais acidulée pour donner une fonction acide. Donc, on obtient l'acide formique. Et donc, si j'ai trouvé les deux symptômes, et par correspondance, j'ai trouvé les deux équivalents synthétiques, et bien, je fais ma synthèse, c'est-à-dire que je suis sur la bonne voie. Et la preuve, c'est que je prends le cyanure avec le produit à côté, une hydrolyse en milieu acide, et j'obtiens mon acide de départ. Donc ça, c'est un exemple simple que j'ai pu vous exposer pour comprendre ce qu'est le mécanisme de la rétrosynthèse. La relation réactif-symptôme et chimie verte. Bien sûr, quand on va faire la rétrosynthèse, c'est-à-dire on va construire la molécule dès le départ. Et j'ai dit qu'on va trouver justement le point de départ. C'est pas facile si on découpe la molécule en 5 morceaux, 6 morceaux ou 10 morceaux. Il faut dès le départ fixer le produit qui va canaliser plutôt la synthèse vers l'arrière. Donc, étant donné le caractère imaginaire ou fictif des symptômes, le manipulateur est appelé, lors de la synthèse ou la reconstruction, à utiliser des composés organiques neutres. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai pris les bromures de benzyle, les ions cyanure. Donc, le benzyle, c'est un produit neutre. Donc, pendant la reconstruction, je dois partir de composés neutres.
J'ai découpé, j'ai trouvé des modèles. Ces modèles doivent me renvoyer sur le produit neutre. Et le produit neutre me permet de faire donc, la synthèse vers l'arrière. Et ces produits neutres sont ce qu'on appelle les équivalents synthétiques. La reconstruction de la molécule cible doit obéir impérativement au concept de la chimie verte. Pourquoi verte? Parce que si on fait une réaction en présence d'un solvant, en présence de catalyseur, par exemple, métallique, on chauffe, en chauffant, tout ça, ça ne donne pas un bénéfice net pour l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut travailler dans un contexte dit de la chimie verte. Ce contexte dit de la chimie verte, c'est des concepts qui sont basés sur 12 principes fondateurs introduits en 1998 par les chimistes américains Paul Anastas et Jean-Charles Warner, dans le but d'offrir un cadre à la prévention de la pollution liée aux activités chimiques. Le choix des équivalents synthétiques. Donc, on est passé des syntons aux équivalents synthétiques. Je dois respecter l'environnement. Maintenant, comment je dois choisir mes équivalents synthétiques? Tout en respectant, bien sûr, les concepts de la chimie verte. Il faut de préférence que les réactions se passent au milieu aqueux, en présence de solvants en toute petite quantité, si possible. Il faut faire aussi une économie d'atomes, c'est-à-dire que si j'utilise un ester, je fais son découpage, il vaut mieux éviter que l'ester porte un groupement terminal, un benzyle ou un groupement très lent. Il vaut mieux s'arrêter sur la substitution de l'ester par un seul carbone. Donc, il faut diminuer au maximum le nombre d'atomes lors de la synthèse. Il faut faire appel plutôt à la catalyse, parce qu'un catalyseur, on peut mettre, tout à l'heure vous allez voir qu'une toute petite goutte d'un produit organique peut catalyser une réaction. Quelle que soit la quantité que vous mettez, le catalyseur fait avancer la réaction. Lorsque toute la réaction est terminée, on retrouve le catalyseur intact. Donc il faut essayer d'utiliser en général un catalyseur. Des réactifs verts pas toxiques. Il faut utiliser des réactifs verts pas toxiques. Quand on fait des réactions, soit des réactions en milieu acide, soit des réactions en milieu basique. Et il vaut mieux peut-être éviter, par exemple dans le cadre des bases, d'utiliser des bases organométalliques qui sont trop chères, des bases qui s'enflamment à l'air, qui doivent être manipulées dans des solvants complètement anhydres, dans une boîte à gants sous atmosphère d'azote, et ainsi de suite. Pour notre part, bien sûr, on a trouvé une astuce. Lors de ma présence donc, en France pour préparer ma thèse d'État, j'ai assisté à un cours avec les étudiants de DEA d'un Vietnamien qui assurait le cours de la rétrosynthèse organique. Et il nous parlait justement de la priorité de l'emploi des bases. Il vaut mieux chercher, il dit chercher à vos côtés, si jamais vous pouvez peut-être trouver des bases minérales. Évitez les bases organiques. Eh bien, on a enseigné à travailler, on a trouvé que le carbonate de potassium, qui est un sel très abondant utilisé, notamment dans la région de Zarzis jusqu'à Tataouine, il y a des gisements énormes de carbonate de potassium, de bicarbonate de potassium, de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium, et ces sels sont des sels basiques, c'est-à-dire dans l'eau, ils vont avoir un pH basique. Leur pH va être certainement supérieur à 7. Et on s'est amusé à faire une expérience pour voir à quelle solution, à quelle saturation on peut s'arrêter lorsqu'on dissout du sol, par exemple, lorsqu'on dissout plutôt le carbonate de potassium dans l'eau. Eh bien, on s'est rendu compte que le carbonate de potassium, on peut arriver à dissoudre 10 moles par litre. Une mole, c'est 130 grammes, donc on peut dissoudre 1380 grammes dans un litre d'eau. Est-ce que la solution va rester limpide? Non. On va voir un gel. Au-delà de 10 moles, le gel, le solide par ajout, ne se dissout pas. Donc on s'est dit, pourquoi pas, ça c'est une base faible, mais très concentrée, donc ça peut jouer le rôle
que cherchent les chimistes dans le cadre de la chimie verte. D'autre part, il y a des produits organiques comme le phosphoacétate, donc ça c'est un produit très facile à faire, et c'est un générateur de composés fonctionnels. Il est toujours sous la main, donc on prépare ce produit, on le garde au frigo et on l'utilise dès qu'on a besoin. Le deuxième composé aussi, à partir d'une dicétone, on peut fabriquer l'équivalent mais cétonique. C'est une dicétoester. Si elles sont décomposées, ce sont des produits, comme j'ai dit tout à l'heure, des équivalents synthétiques que je mets de côté avant de démarrer la procédure de la rétrosynthèse. Il faut s'équiper à l'avance pour que, lors du démarrage, il ne faut pas qu'une manip attende, par exemple, 2 jours ou 3 jours. Équivalent synthétique et application. Voilà, je vous donne donc tout de suite une application qui fait partie de nos travaux. La diapositive, donc, il y a l'enchaînement qui se trouve en haut, c'est le phosphonacétate que je viens de décrire. Et vous savez qu'entre la fonction ester, entre la fonction ester et le ester et le CO, on a ici un CH2. Et le CH2, pour arracher ce CH2, on peut utiliser une base. Une base, par exemple, l'hydrure de sodium. L'hydrure de sodium, c'est une base forte. C'est un produit très hygroscopique. C'est un produit qui s'enflamme dans l'air quand il y a une humidité. Donc, il doit être gardé sous atmosphère inerte. Et si on condense cette base dans le THF, THF c'est un solvant dangereux, à 0 degré, on le condense sur le paraformaldéhyde, c'est-à-dire le formaldéhyde sous forme de polymère. Et bien la réaction se passe comme indiqué sur le mécanisme. Il y a fixation d'une seule mole de formol et à la fin, ça dégage un ester. Un ester, c'est un produit, donc c'est un produit fonctionnel, c'est un ester alpha-bêta insaturé, donc c'est l'acrylate d'éthyle. Malheureusement, ce produit, c'est un produit qui a une très très mauvaise odeur. Quand il sera substitué ou bien quand il réagit, l'odeur disparaît complètement. Eh bien, maintenant, je reviens à ce que je viens de dire tout à l'heure. Lorsqu'on utilise le carbonate de potassium à très forte concentration, 6-10 fois molaire, en utilisant le formaldéhyde dans l'eau, et si on fait la même réaction, eh bien, on a constaté que la réaction se fait sur 2 molécules de formaldéhyde. Et le produit obtenu, c'est celui-là. On obtient une toute petite molécule qui a une fonction ester, une fonction alcool et une double liaison. Donc, le squelette principal de la molécule, c'est 4 carbones. Dans 4 carbones, j'ai pratiquement 3 fonctions. Ça, c'est ce que cherchent les organiciens. Donc, petite molécule, beaucoup de fonctions, ça me donne peut-être la possibilité de faire beaucoup de réactions. Vous allez voir que ce produit-là sera donc appliqué dans d'autres synthèses organiques. Mais si je reviens au premier produit, c'est l'acrylate d'éthyle. L'acrylate d'éthyle, vous voyez que on l'a pu utiliser efficacement dans une réaction de synthèse d'un antibiotique. Donc, l'acrylate d'éthyle, si je prends 2 moles, j'utilise un catalyseur de trisdiméthylaminophosphine, donc c'est un produit du phosphore, une seule petite goutte, mise en présence de ce diester sans solvant, je dis bien sans solvant, eh bien, elle conduit à ce produit. Ce produit-là, c'est-à-dire un diester enceinte qui a une double liaison. Ce diester, je sais qu'il peut s'utiliser, moyennant bien sûr une addition à ce niveau-là, donc on obtient ce phosphonate. Et ce phosphonate, comme les protons ici, je reviens à leur acidité, on peut les enlever, eh bien, on peut former un carboneux et cyclisation. Donc, j'obtiens un cycle cétonique portant une fonction ester. Le fait d'enlever le reste phosphoré via la réaction qui est connue, réaction de Vitti-Gorner, formaldéhyde dans l'eau, on obtient bien sûr ce produit. Ce produit-là, c'est l'ester de la sarcomycine. L'ester de la sarcomycine, ce n'est pas le produit que j'ai dit tout à l'heure que c'est un antibiotique. L'antibiotique, c'est la forme acide. Donc, il faut trouver un moyen pour dégager l'ester, pour dégager l'acide de sa forme ester. Bien sûr, on ne peut pas faire l'esterification avec une base normale, la soude, parce que le carbone, ce carbone-là, c'est un carbone tétrasubstitué, c'est-à-dire il a 4 liaisons différentes.
les 4 liaisons différentes, la molécule elle doit se produire en double. Donc on obtient 2 composés. C'est pour cela que la liaison ici, c'est une liaison zigzag. C'est-à-dire la fonction ester tantôt vers le haut, tantôt vers le bas. Pour avoir le bon produit, ben, on a fouillé dans la littérature, on a trouvé que pour les esters, si on veut avoir une seule configuration, et l'autre, on peut la dégager, il suffit d'utiliser donc une lipase. Une enzyme, une lipase, la lipase PS, une enzyme qui peut piéger une fonction ester et libérer l'autre sous forme d'acide. Et c'est ainsi qu'on a préparé ce composé. C'est le R parce que la configuration de ce carbone c'est R. On peut bien sûr faire la notation, tout. Donc c'est le R, le moins c'est le signe du convertatoire et ainsi de suite. Donc c'est un antibiotique, un antitumoral à effet inhibiteur des cellules cancéreuses de type acide, L-riche, c'est celui qui a découvert le type de cellules. Et ces cellules qui sont cancéreuses, elles existent essentiellement chez la souris. مش مشتغل شوية ها؟ لا ما نشوفش ها؟ نشوفش هذايا لا زيد طلع فوق ما تكبروش زيد شوية زيد حط en mode diaporama. Voilà donc une deuxième application, bien sûr, qui nécessite pas beaucoup de produits chimiques. Ça se fait dans le cadre de la chimie verte, moyennant des produits que nous avons nous-mêmes préparés et qui n'altèrent en quoi que ce soit l'environnement ni les personnes qui manipulent ces produits. Donc, à partir du diester que j'ai mentionné tout à l'heure, toujours dans les mêmes conditions, carbonate de potassium saturé, fort paraformaldéhyde dans l'eau, donc il y a le formaldéhyde moléculaire. La réaction se fait sur 2 molécules, elle donne, voilà ce produit-là, c'est une cétone, alcool, portant une fonction, portant une double liaison. Ce composé, vous voyez que très facilement, on revient en sens arrière, dans le sens de l'électrosynthèse, et on a isolé ce produit avec un mouvement quantitatif. Ce produit, c'est la méthylmycine B. La méthylmycine B, c'est un antibiotique produit par des micro-organismes de type Streptomyces coliocolor A3 et qui est efficace essentiellement contre les bactéries de germes, donc les grammes plus et les grammes moins. Donc, voilà la partie réservée à l'explication de la rétrosynthèse. C'est-à-dire, j'ai cité quelques conseils pour mener à bien, ce n'est pas tous les conseils parce que c'est un peu long, c'est beaucoup. C'est pour expliquer l'essentiel. Bien sûr, cette rétrosynthèse sera validée lorsque les rendements de la rétrosynthèse sont aussi acceptables. Donc, le rendement global, c'est le rendement des étapes que j'ai essayé de faire. Supposons que je suis en présence d'une molécule que je nomme ABCD et que je fais au départ une première réaction à part. A avec B, ça donne AB avec un rendement que je suppose 50%. Ensuite, je forme AB. Sur AB, j'ajoute le C, j'obtiens ABC. ABC, je suppose aussi que la réaction, je suppose, hein. Mais si je ne suppose pas, je vous dirai par la suite comment on fait le calcul global, le rendement global. Donc, si une fois j'ai obtenu ABC, j'ajoute le D, j'obtiens le produit ABCD. Donc, j'ai 4 entités, il y a 3 rendements. Quel est le rendement global? Il est donné par une formule que tout le monde connaît. Le rendement global, c'est ρ, R à la puissance N. N, c'est R, c'est le rendement. Si les rendements sont les mêmes, ce sera R. Si les rendements ne sont pas les mêmes, ce sera le rendement de la première réaction, fois le deuxième, fois le troisième. Dans le cas précis, dans le cas que j'ai choisi, c'est 50%, donc ce sera 0,5 fois 0,5 fois 0,5.
eh bien, vous trouvez 0,125. 0,125, c'est 12,5%, c'est-à-dire 13%. Dans le rendement, on a signé parce qu'on n'est pas à 0,5 près. Donc, cette réaction, si je fais le couplage A, ensuite B, ensuite C, ensuite D, j'obtiens un rendement très faible. 13,5%, ce n'est pas un bon rendement. Il y a une autre méthode. Puisque la molécule que je vais fabriquer a 4 fragments, si je fais la réunion de 2 fragments à part, ensuite la réunion de 2 autres fragments CD à part, si donc ces deux manipes sont faites à côté, quel est le rendement global de ces deux fragments? C'est 50%. Qu'est-ce qui reste? Il suffit de coupler A, B et C, D pour donner à B, C, D un deuxième rendement de 50%. Donc le rendement global, c'est 0,5 à 0,5, c'est-à-dire 0,25, donc 25%. Donc vous voyez que le rendement, il a déjà doublé. Il a déjà doublé. Il faut que ça se passe ainsi. Dans le premier cas, on appelle ça une synthèse linéaire, applicable dans le cadre de la radiosynthèse. Dans le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle une synthèse convergente qui est plus courte, plus rentable. L'autre, elle est plus lente, mais moins rentable. J'ai osé justement de vous parler de quelque chose, un produit organique, deux produits organiques qui font parler beaucoup depuis les années 90-2000 et qui sont très utilisés de nos jours. Très utilisés de nos jours. Pourquoi? Parce qu'ils font le bonheur d'un grand nombre de malades. Ces produits-là sont des produits qui sont découverts à partir de l'IF. L'IF, c'est un arbuste qui pousse essentiellement à l'ouest des États-Unis, c'est-à-dire au nord de l'État de la Californie. C'est des arbres qui peuvent atteindre 35 mètres. Le tronc peut avoir un diamètre de 30 à 40 cm. Et les feuilles, vous voyez à côté les feuilles, c'est des feuilles, mais en fait, ce n'est pas des feuilles, on les appelle des épines. Des épines. Eh bien, ces arbres ont été le sujet de plusieurs travaux dans le but de chercher des produits utiles pour l'être humain. Donc, ces arbres proviennent du taxus, un genre de conifère de la famille des Texacées, qui comprend une dizaine d'espèces généralement nommées IF. Le taxon, donc le produit qui a été extrait à partir de cette plante, il a été au départ testé sur les feuilles, c'est-à-dire à partir des feuilles. Il n'y avait rien du tout, il n'y a pas eu de taxol. Le nom de taxol, bon, j'étais un peu rapide parce que j'ai donné le nom, mais le produit qu'ils cherchaient, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils vont trouver, mais par hasard, le produit, à la fin, c'est un produit qui est très important. Donc, à partir des feuilles, les Américains, donc, à partir des années 60, le Centre de Cancer Institute, NCI, ont lancé un projet de recherche sur les plantes en vue d'extraire un produit qui peut avoir des propriétés thérapeutiques ou bien antibiotiques très puissantes. Malheureusement, on n'a rien trouvé. En 65, l'extrait qui est tiré de l'écorce sèche des DIF du Pacifique, qui pousse dans la forêt nationale du nord, au nord de l'État de Washington, a permis donc de collecter une petite quantité de produit, un produit blanc qui n'est pas très soluble dans l'eau, qui n'est pas très soluble dans l'eau, et obtenu avec un rendement de 0,02%, c'est-à-dire carrément nul. Il n'y a pas de produit extrait à partir des aiguilles ou bien des feuilles. En 66, donc l'équipe, cette nouvelle équipe, elle a changé de cible. Au lieu de travailler sur les feuilles ou bien sur les aiguilles, eh ben, ils ont pu extraire l'écorce, ils l'ont séchée, ils l'ont broyée, et à partir de cette écorce, ils ont trouvé qu'ils pouvaient suffisamment plutôt tirer 1 gramme de produit pour 10 kilos d'écorce. 10 kilos, ils ont trouvé un produit blanc.
ce produit blanc, les analyses ont permis de trouver sa structure. Ils l'ont appelé taxol parce que le nom du produit, il provient de taxus, c'est-à-dire des taxus brevifolia, et ol parce que, en voyant la structure du composé, il y avait bien sûr, il y a un grand nombre de fonctions alcool. Donc, tax et ol, ça donne le produit taxol. En 1971, la publication de sa structure a été très complexe, basée sur un squelette tricyclique diterpénique substitué par une chaîne latérale. En 1979, le mécanisme d'action du taxol sur les cellules cancéreuses a été établi. En 1980, la production du taxol a connu une recrudescence à cause de l'abattage intensif de l'IF associé aux protestations des écologistes qui défendaient le conifère. Et en 1992, approbation du taxol dans le traitement du cancer, bien évidemment, et taxer, donc, bien évidemment, après des essais précliniques et cliniques. Voilà donc, juste en dessous, la molécule qui a été tirée de l'écorce de l'IF. Vous voyez que c'est une molécule géante, c'est une molécule à droite, il y a 3 cycles ABC. Les 3 cycles, ils forment une unité que j'appelle un diterpène. Donc, c'est une squelette ou bien comment dirais-je, une base diterpénique qui renferme combien de carbone étoilé. Les carbones étoilés, c'est ce que j'appelle les carbones asymétriques. C'est des carbones continuellement actifs. C'est des carbones dont les liaisons sont orientées dans un sens bien déterminé. Et à côté de ce composé tricycle, il y a une chaîne latérale. Donc, dans le 1 gramme qu'ils ont pu tirer à partir de l'écorce, eh ben, au maximum, ils ont pu tirer 1 gramme de produit pur qu'ils l'ont appelé taxol. Ce taxol, il a été testé. C'est un produit commercialement appelé actuellement le paclitaxel. Il est très utile contre le cancer du sein, le cancer du sein métastatique en deuxième intention, contre le cancer de l'ovaire, contre le cancer bronchique non à petite dose avancée. Il a quelques réactions néfastes, réactions d'hypersensibilité sévère, toxicité hématologique et toxicité neurologique. Est-ce que le taxol en bonne quantité, en grande quantité, va avoir le jour? Bien sûr, il a vu le jour, mais ce n'était pas dans le laboratoire américain. C'est une association, bien sûr, entre une équipe française de l'Institut des sciences naturelles de Gif-sur-Yvette, dirigé par le professeur Pierre Potier, c'est un chimiste qui dirige le laboratoire, et qu'il a tenté, bien sûr, il a un contact direct avec ses amis de Paul Noé, l'américain. Eh bien, il leur a dit, est-ce que je peux peut-être tester, parce qu'en France, le taxus existe, et c'est un taxus qui s'appelle, voilà, donc le taxus, il s'appelle le taxus baccata. Donc, il leur a posé la question, on lui a dit, oui, vous pouvez peut-être tester vos ifs. Et il s'est attaqué directement parce qu'il a vu que les Américains n'ont pas trouvé dans les aiguilles ou dans les feuilles. Il s'est attaqué aux feuilles. Et dans les feuilles, il a trouvé son bonheur. Pourquoi? Parce que dans les feuilles, il a pu extraire un produit pur, un produit solide pur, qui s'appelle la 10-désacétylbacatine 3. Faiblement actif, bien sûr, et dont la structure ressemble beaucoup à la structure du taxol. Voilà donc la structure de la 10-déacylbacatine. Vous voyez que ici, les 3 cycles, ça c'est la carcasse du taxol.
sans ça c'est autre chose, c'est pour dire qu'un carbone asymétrique, on peut l'écrire sous deux formes différentes. Mais voilà la carcasse de la 10-désacylacétylbacatine. Eh bien, quand il a vu que c'est ça la 10-désacylbacatine, il a téléphoné aux Américains, il leur a dit que moi, je vous ai trouvé le bonheur que vous cherchez parce que le Taxol que vous n'avez pas produit, moi, je vous ai trouvé le cœur essentiel pour produire votre produit. J'ai trouvé le squelette, la carcasse, où il y a 9 carbones asymétriques. Il suffit de faire une hémisynthèse. Il suffit de faire une synthèse d'une branche que vous pouvez coller à la 10-diacylbacatine que pour obtenir, bien sûr, le Taxol. La réaction a été très concluante. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, les Américains achetaient le 10-désacétylbacatine chez du laboratoire donc, français. Il l'utilisait donc pour produire de très bonnes quantités de Taxol aux États-Unis, moyennant bien sûr la fabrication de cétels et moyennant une acétylation à ce niveau-là. Voilà donc l'histoire du Taxol. Mais ce n'est pas fini parce que l'équipe de Pierre Potier ont tenté bien sûr d'avancer. À part la 10-diacylbacatine, est-ce qu'on peut peut-être chercher un autre produit qui se cache quelque part dans l'extrait? Eh bien, en fait, effectivement, ils ont trouvé que il n'y avait rien du tout comme pour les Américains. Seulement, comme ils étaient un peu vexés, ils ont voulu faire un équivalent du Taxol. L'équivalent du Taxol, c'est celui-là, c'est ce produit-là. Ce produit-là, c'est ce qu'on appelle le taxotère. Le taxotère, il enveloppe donc la carcasse du 10-diacylbacatine et à côté, ils ont fabriqué une chaîne latérale moyennant ici une fonction oxyme. Dans le Taxol, c'était un amide, mais ça, c'est un oxyde. Et par hasard, ce produit s'est révélé un produit beaucoup plus réactif vis-à-vis des tumeurs et fabriqué en très grande quantité. Et ces produits-là, donc actuellement, sont commercialisés ensemble pour la chimiothérapie de certains cancers. Pour le taxotère, il s'appelle docetaxel. Il est utilisé actuellement contre le cancer du sein, cancer de la prostate, cancer des voies aérodigestives supérieures, cancer gastrique, cancer bronchique, non à petites cellules. Il a quelques défauts, réaction d'hypersensibilité sévère, toxicité hématologique et neurologique. Bon, je vais peut-être poser à moi-même la question, pourquoi j'ai parlé de Taxol ou de taxotère? C'est pour répondre à une question. Est-ce que ces structures, comme celle du Taxol, est-ce qu'on peut faire la rétrosynthèse? Est-ce qu'on peut faire la synthèse? Je peux vous assurer qu'il est impossible de faire la rétrosynthèse. Pourquoi? Parce que la molécule de Taxol, elle comprend 9 carbones asymétriques ici et 2 carbones asymétriques. C'est ce qu'on appelle des carbones chiro. Ça fait 11 carbones asymétriques. Si on fait des synthèses, on obtient donc 2 à la puissance 11, c'est-à-dire 2048 molécules pareilles. Des molécules qui diffèrent au niveau d'un seul carbone asymétrique. Donc, on obtient un ensemble de produits identiques, mais un seul composé qui doit être actif, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, il faut que les configurations soient fixes. Si on prend le taxotère, kiff, c'est la même chose. Le taxotère est là. Donc, ça, c'est le taxol. Le taxotère est là aussi la branche. Ça, c'est la branche qui diffère de celle du taxol. Il y a 9 carbones asymétriques et 2 carbones asymétriques. 11 et 2 à la puissance 11, ça fait 2048. La petite molécule de 10-diacylbacatine, elle comprend 9 carbones asymétriques. Et dans les 9 carbones asymétriques, combien de stéréosomères on peut faire? On peut faire 1052. 1512 produits. Donc, vous voyez qu'il y a un miracle derrière ces produits. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est un miracle divin. Dieu a fait que dans ces plantes, dans ces conifères, il a fait que la nature a réagi pour former un produit à 11 carbones asymétriques et qui s'avère très important
pour lutter contre les maladies du siècle. J'ai terminé. J'ai vu qu'en Tunisie, le Taxol est commercialisé parce que je savais que pendant les années 90, 95 jusqu'à 2000, en France, le Taxol se vendait trop cher. Une chimiothérapie pour 5 fois donc, de passage à la chimiothérapie en utilisant le Taxol ou le Taxotere, ça varie entre 6 500 et 31 500 euros. Ça, c'est en France. Actuellement, en Tunisie, le Taxol, donc, il est fabriqué par Bristol Myers Squibb aux États-Unis. Il est connu sous le nom de Paclitaxel. C'est plutôt des petits flacons qui contiennent 6 mg par millilitre et qui est vendu pour la chimiothérapie dans les cliniques pour 411 dinars. Ça, c'est pour une seule chimiothérapie, rien que ce produit-là, sans bien sûr la clinique, ainsi de suite. Le Taxotere, qui est un produit fabriqué en plus grande quantité, mais plus actif que le Taxol, il s'appelle donc le Docetaxel. Il est fabriqué par le laboratoire Ron Paulin Rohrer. Aujourd'hui, il est vendu donc, ou bien préparé par Sanofi Aventis. Le prix du public est de 779 dinars. Donc, vous voyez que c'est très cher pour un citoyen simple. Et en substitution, bien sûr, on sait que dans les hôpitaux actuellement, on utilise le perfluorouracil pour faire des chimiothérapies. C'est des produits qui ne sont pas, bien sûr, très garantis, ne guérissent pas tous les cancers, mais on fait avec, pourvu que ces produits-là, ils sont commercialisés, ils sont certainement à la disposition des riches, des hommes d'affaires, des riches, mais pour les citoyens, les autres citoyens, on peut utiliser le perfluorouracil. Voilà, donc j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Hassan. Cible, utile, mais synthétisée dans des conditions contrôlées, avec des bons rendements et en respectant à la fois la nature et aussi probablement le rendement sur le plan de fabrication. Et bien sûr, cette chimie verte en respectant l'environnement, de façon à utiliser d'abord le moins de produits naturels de départ, pour ne pas avoir à battre des arbres, par exemple, dans le cas du Texas. Et de l'autre côté, en utilisant le moins de solvants organiques possible, etc., de façon à ce que ce soit des synthèses et qui ne soient pas, disons, néfastes pour l'environnement ni pour la santé des humains. Alors, moi, ce que je dis, c'est que puisque toute la démarche, au départ, est une démarche informatique. Au départ, puisqu'on parle d'un produit cible qu'on décompose par ordinateur. Oui, ça c'est pour les gens qui ont les moyens. Et nous, on a fait ça vraiment. Mais on le fait, c'est-à-dire. Actuellement, ça commence à. C'est-à-dire, est-ce que c'est une démarche qui peut se faire pour des dizaines, des centaines de molécules importantes qu'on extrait ou qu'on fabrique dans certaines conditions, pour refaire cette démarche de rétrosynthèse pour avoir plus d'efficacité et moins d'effets néfastes pour la nature? Oui, c'est normal. Ça dépend bien sûr, il faut mettre de l'argent parce que les informaticiens, ils vont travailler, donc ils vont prendre un programme. Et le programme, quand vous allez faire l'expérience, vous allez voir que c'est 5 fois plus rapide que l'homme. Peut-être actuellement on dépasse ce nombre-là. Donc c'est une petite commerce. Mais le problème, c'est la reconstruction. On peut déconnecter. Donc l'informatique, il vous donne la déconnexion. Voilà donc les différents fragments qu'on peut avoir. Mais c'est aux chimistes organiciens sur la paillasse de faire les manips. Et pour faire les manips, il faut être astucieux, il ne faut pas utiliser de préférence des solvants, de préférence. Il faut dire
au concept de la chimie verte. Autant que possible, il faut utiliser des catalyseurs. Par exemple, cette année, vous avez vu que les deux prix Nobel, List et Marc Bellin, ils ont résolu un très grand problème. Pourquoi? Parce que quand on fait des molécules chirales comme celle du taxone, il y a 11 carbonylsynthétiques. Pour faire ceci, c'est pratiquement impossible. Et si pour une molécule à 2-3 carbonylsynthétiques, on peut se débrouiller moyennant un catalyseur qui est vendu. Les catalyseurs qui sont produits, c'est des catalyseurs métalliques, qui utilisent le plutonium, l'hélium, le polonium, le plutonium, le palladium, et ainsi de suite. Ça, c'est des catalyseurs qui orientent pour faire un seul composé dans l'espace. Sinon, vous allez avoir deux images, deux produits. Les deux produits, si vous avez un mélange, c'est très difficile de les séparer d'un côté. Et de l'autre, il se peut que l'un des deux ne soit pas actif, donc on perd du temps. Les catalyseurs, donc, ils peuvent réagir pour vous donner un seul produit sur commande. Donc, les deux prix Nobel cette année, ils ont trouvé qu'on peut s'en débarrasser des catalyseurs métalliques. On peut peut-être stopper provisoirement peut-être les catalyseurs enzymatiques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers un produit très simple, la proline. Et la proline, ils ont montré que la proline permet de stopper donc, la formation d'un produit au niveau d'une seule configuration et non pas l'autre. Et c'est déjà, j'ai vu comment les prix Nobel, comment les responsables, bien sûr, clamaient cette montée en flèche justement de ces deux personnes pour un travail relativement simple. Parce qu'ils ont trouvé un produit qui obéit à la nature, un produit organique. La proline, c'est un acide aminé. Un acide aminé, comme la lysine, la glycine, la valine, etc. Donc un produit trop simple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bloque un site, il dégage l'autre. S'il bloque un site, on peut séparer les deux, voir quel est le bon produit. Si le bon produit est le bromure, on le développe, on l'utilise. Si le bon produit c'est le libre, on le prend, on l'utilise. Alors, j'aurais juste une dernière question, ensuite je donnerai la parole à l'assistance. En Tunisie, quel serait le coût de la rétrosynthèse et est-ce que c'est une technologie accessible au niveau de nos laboratoires et est-ce qu'on peut envisager justement des brevets à partir de ce type d'approche et un développement d'une industrie derrière? Oui, mais le problème, c'est que la rétrosynthèse, c'est une technique. La rétrosynthèse, c'est une technique. Donc, le mieux est de faire la synthèse. Quand on fait la rétrosynthèse, mais c'est une synthèse à l'envers. C'est-à-dire qu'on part de A, on fait un découpage pour arriver à Z, et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On reprend le Z, ça c'est le produit final. On reprend le Z, on le découpe petit à petit jusqu'à arriver à A. L'astuce, c'est qu'au milieu, quand on découpe, on peut trouver que le manipulateur il a fait beaucoup plus d'étapes. D'après le rendement tout à l'heure, je vous avais vu que plus on diminue le nombre d'étapes, plus on augmente. Parce que si on fait des synthèses, les produits actuellement sont trop chers, les catalyseurs surtout sont trop chers. Si on diminue le nombre d'étapes, on gagne donc, dans la synthèse et on peut peut-être vendre le produit publiquement beaucoup moins cher. Donc, le problème, c'est dans les deux côtés, c'est une synthèse. Une synthèse directe, une synthèse dans l'autre sens, mais apparemment, la synthèse est beaucoup plus bénéfique. La preuve, elle est tapée par l'ordinateur, il peut aider à découper. Et deuxièmement, en voyant le découpage, on peut éliminer tout ce qui est en excès. Un ester volumineux, je peux éliminer l'encombrement, je peux changer, je peux utiliser une autre base. Je peux, au lieu de faire 4 dissections, donc 4 dissections, je peux faire 2. C'est mieux. S'il y a 8 coupures, il vaut mieux peut-être faire 4. Ou bien 6, ou bien encore mieux 2. Parce que donc, si on fait 2, on peut gagner beaucoup dans la rétrosynthèse qui en fait une synthèse. Merci, Sersan. Je pense que. Est-ce que vous avez des questions à poser parmi les personnes qui sont présentes? Est-ce que. Pas de questions? J'ai levé la main, madame. Oui, allez-y, bien sûr.
Merci beaucoup, madame. Merci, Sahsan, pour cette belle présentation. Je saisis l'occasion pour présenter toutes mes félicitations à Sissel Mchouaïb pour l'honneur qu'il nous fait, pour l'Académie et pour le pays. Toutes mes félicitations. J'ai une question, Sihsan. Oui. Vous savez, Sihsan, maintenant, c'est la course folle pour extraire des plantes, des micro-organismes, des substances qui peuvent être utilisées surtout pour l'industrie pharmaceutique. Et vous savez, certaines que via des approches de fractionnement bioguidé, il est possible d'arriver à une ou plusieurs molécules ayant des propriétés biologiques très intéressantes. Mais par approche chimique, peut-être, il est possible d'avoir plusieurs dérivés d'une même molécule biologique. Et ces dérivés, des fois, ils sont même plus efficaces et plus performants que la molécule biologique d'origine. Ma question, peut-être que je n'ai pas bien suivi votre conférence, la rétrosynthèse, donc la part de la rétrosynthèse dans cette approche, la genèse de dérivés plus efficace à partir d'une molécule biologique. Oui, la rétrosynthèse, j'ai dit que c'est une synthèse, mais bien sûr, quand on fait la marche arrière, on peut changer des groupements. On ne va pas refaire les mêmes produits, parce que le but de la rétrosynthèse, c'est diminuer le nombre d'étapes, diminuer le coût de la synthèse, éliminer les produits dangereux, faire le moindre nombre d'étapes, utiliser des catalyseurs. Ça, c'est le but de la rétrosynthèse. Mais quand on fait la rétrosynthèse d'un produit, d'un micro-organisme extrait, par exemple, des plantes, et on veut le modifier à la seule condition qu'il n'y ait pas trop de carbone asymétrique. Parce que s'il dit carbone tétravalent, il y en a plusieurs, c'est difficile de modifier tel carbone et pas l'autre. C'est très difficile. Mais pour une petite molécule 3-4 carbone, bien sûr, en cours de route, c'est comme si on descend une maison et par la suite on va la rebâtir. Le fait de la rebâtir d'une manière ou d'une autre, on doit bien sûr fixer qu'elle soit plus belle, moins coûteuse, plus rentable, luxueuse. C'est ça la rétrosynthèse. Donc on peut modifier par rapport à l'ancienne maison. Je peux faire une fenêtre de plus ou bien, je ne sais pas, une fontaine et ainsi de suite. Donc on peut rajouter la réponse à votre question si possible. Au cours de la rétrosynthèse, on peut en même temps on synthétise, mais on peut modifier une ou deux branches, moyennant toujours l'usage de produits très bon marché. C'est ça la rétrosynthèse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Habiba, vas-y. Bonjour, merci à Sihsan pour cette présentation qui nous apprend plein de choses. Lorsque vous avez commencé à de 16 de recul, j'ai immédiatement pensé à la marche rétrograde des planètes. Vous savez qu'il y a des planètes qui marchent dans le sens inverse pour trouver l'élan nécessaire ensuite pour qu'elles puissent, il y a beaucoup d'échos, pour qu'elles puissent ensuite avancer dans le sens normal. Alors, j'ai deux petites questions, plus une petite remarque aussi. Donc, d'après ce que j'ai compris, la rétrosynthèse se fait in vitro. Elle ne se fait pas, elle n'existe pas à l'état naturel des choses. Deuxièmement, vous avez beaucoup axé sur les médicaments, c'est bien sûr très intéressant, mais est-ce qu'il y a des travaux ou est-ce qu'il y a déjà des résultats pour ce qui est des fertilisants ou alors des traitements antibactériens, antifungiques et ainsi de suite pour l'agriculture, parce que je pense que c'est aussi important que l'industrie pharmaceutique. Et juste une petite remarque, moi je pense, enfin j'ai lu
certains documents où on met en avant la chémo-informatique ou la chimie informatique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait actuellement beaucoup de logiciels qui permettent pas dégrader, mais décomposer la molécule pour une synthèse d'autres molécules à partir des structures de base. Voilà. Merci. Il y a plutôt la dernière remarque. Vous avez dit qu'il y a des systèmes informatiques qui font des marches arrière. C'est la synthèse que j'ai parlé. J'ai dit que l'intelligence artificielle actuellement, elle est entrée en force, en chimie, en physique et dans tout ce qui peut se faire, toutes les productions. Il y a de la chimie, de l'intelligence informatique. Les chimistes ont actuellement des logiciels. Bien sûr, nous, on n'en a pas de logiciel. Moi, j'ai appris cette technique en France, mais toute ma carrière en Tunisie, j'ai travaillé comme ceci, c'est-à-dire j'ai utilisé la rétrosynthèse organique. Ça me fait beaucoup gagner en argent, bien sûr, donc gagner en produits chimiques, gagner en environnement, j'utilise des catalyseurs, moins d'étapes et de très bon rendement. Ça, c'est le but. Est-ce que la rétrosynthèse peut se faire sur des produits naturels, comme on a dit tout à l'heure, c'est cher. Bien sûr, la rétrosynthèse, si on trouve un produit organique qui a été publié, qui a été breveté, on voit la structure, il n'y en a pas entre les mains le mode opératoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est tenté de le faire. Et pour être tenté de le faire, il suffit de dessiner la molécule, essayer de faire des découpages. Si on arrive à découper toute la molécule en 2-3 morceaux, et si les 3 morceaux, on voit que dans la réalité, il y a des correspondants, on peut refaire la manip. On refait la manip et on va trouver la même chose. Voilà donc la réponse à votre question. C'est-à-dire que la rétrosynthèse n'est pas pour un but synthétique tout simplement, mais aussi pour des produits qui sont connus. Ils ont une propriété, ils sont connus sous le titre de telle propriété. Mais on ne dispose pas de leur mode opératoire. Donc, vous voyez, en regardant la structure, on peut peut-être les préparer, on peut les faire. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir par rapport à ces questions? Peut-être j'ajoute à Habib tout à l'heure, il a parlé de quelques insecticides et tout. Donc, je ne pense pas, donc, peut-être pour soigner les insecticides, soigner au maximum les produits, ces produits qui luttent contre les rats, les insectes, les fourmis, ainsi de suite. C'est-à-dire les adoucir, peut-être ajouter un groupement ou une fonction pour les adoucir, parce que c'est des poisons. Donc, en principe, on n'a pas peut-être à faire appel à la rétrosynthèse. La rétrosynthèse, elle est vouée spécialement vers la médecine. C'est une chimie médicinale, en fait. C'est une chimie médicinale. Pour le reste, bien sûr, les trusts, les grandes usines fabriquent des produits n'importe comment. Un produit insecticide, même s'il n'est pas très peu, il peut peut-être tuer un insecte. Je sais qu'il a un impact sur l'humain, mais c'est comme ça. D'ailleurs, comme j'ai appris tout à l'heure dans la conférence de Sirabi, il s'est posé une question, pourquoi cette forte présence de la chimie aujourd'hui? Eh bien, c'est très juste, parce qu'aujourd'hui, la chimie s'impose parce qu'elle produit énormément, mais les gens commencent non pas à aller au maximum, mais peut-être à se calmer de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que la chimie est plutôt touchée par les industriels. C'est eux qui produisent des produits qui touchent à l'environnement, qui touchent à la santé humaine. C'est pour faire des rentes suffisantes. Le chimiste se casse le nez ou la tête pour produire un produit, le publier, faire une thèse, et c'est tout. Il n'a pas dans la tête, bien sûr, d'un chimiste dans un laboratoire, s'il prouve que
que le produit est dangereux, explosif, il abandonne tout de suite. Les gens, les industriels, ils produisent un insecticide, ils savent qu'il est très dangereux pour le bétail et pour le reste, et pourtant ils continuent à le faire. Voilà, c'est pour cela que il a très bien dit pourquoi cette forme, cette présence de la chimie aujourd'hui. Il est très présente, la chimie aujourd'hui. Bien sûr, les chimistes font la chimie, mais il a fait aussi allusion à celui qui a découvert à Pasteur. Pasteur, c'est un chimiste, mais il a découvert quand même un vaccin pour la rage. Et son vaccin n'a pas été breveté jusqu'à aujourd'hui. Donc, le chimiste est capable peut-être de faire des produits, moyennant une entraide avec les pharmaciens, les médecins, pour faire des tests et tout, pour avoir un bon produit qui sera peut-être mieux. Voilà, merci. Merci, je pense qu'on peut arrêter là le débat, s'il n'y a pas d'autres questions, pour que l'on puisse aborder les autres points à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Hassan, c'était extrêmement intéressant.